Bienvenue sur la chaîne de Vodka et Peach. Salut. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, comment devenir riche en bourse en utilisant la technique des ETF à dividendes distribuants. Donc on va la jouer plutôt cool aujourd'hui. Je vais vous montrer donc mon portefeuille que vous pouvez voir à l'écran. Et on va voir en fait la technique que j'utilise pour gagner des sous mensuellement grâce aux ETF en vous faisant rémunérer régulièrement du dividende grâce à ces ETF là. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et donc, autre chose, je ne donne pas de conseils en investissement, c'est uniquement mon opinion et mon portefeuille. Je ne suis pas conseiller ni quoi que ce soit, moi c'est uniquement ma vision de la bourse aujourd'hui. Donc je donne de conseils à personne. Mais je trouve que c'est un très bon choix personnel en tout cas. Donc on va voir donc les ETF, comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il faut savoir aussi une chose, c'est que dans la France, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, est en faillite. Hein. Je veux dire, ceux qui ne le voient pas aujourd'hui, je suis désolé pour vous, mais l'euro baisse de plus en plus, les impôts augmentent de partout. Je pense que dans peu de temps, la bourse ce sera le dernier, c'est le dernier rempart entre guillemets pour avoir une retraite demain en fait. Donc si vous ne constituez pas une retraite aujourd'hui grâce aux ETF, je pense que vous risquez en fait de mettre votre patrimoine et voire même votre vie même en danger en fait dans le futur et de vous retrouver sans rien en fait, sans argent, sans retraite dans un pays qui est quasiment au bord de la faillite quoi. Ça c'est clair et net. Hein. Je veux dire, à un moment donné, faut pas se leurrer. Hein. Même moi, aujourd'hui, je me rends compte que ça risque d'être très très compliqué pour moi la retraite. Et pourtant, je travaille. Donc, pour vous dire que il faut prévoir l'avenir, comme on dit. Mais je vous conseille, hein, vous pouvez, il y a le site des, je crois que c'est, je sais plus, si c'est Amélie ou je sais plus quoi, ou du truc pour les retraites. En fait, vous pouvez voir en fait une estimation de votre retraite future sur leur site. Et ils vous disent en fait si vous en gros c'est une estimation de votre salaire actuel en partant du principe que ce salaire actuel sera toujours plus ou moins le même avec une petite augmentation au fil des années et ça vous donne l'estimation au final de ce que vous aurez en retraite. Et croyez-moi que d'année en année, les retraites sont de plus en plus petites. Et encore, vu que le système des retraites est au bord de la faillite, il est en déficit, hein, vous pouvez être sûr et certain que les retraites seront des retraites de misère. Voire même peut-être plus payées un jour. Donc, allez y jeter un œil, ça pourra vous donner un indice. Bon, revenons au système des ETF. Alors, c'est très très simple. Par où on va commencer ? Donc déjà, moi, quand j'avais ouvert le compte sur Interactive Broker, en fait, j'avais trouvé un lien de parrainage d'une autre personne qui avait un portefeuille sur Interactive Broker. Et grâce à son lien de parrainage, en fait, comme vous pouvez le voir là, j'ai IBKR Interactive Broker. En fait, c'est Interactive Broker au cours de bourse. Donc, vous voyez, l'action est à 191 $. Vous voyez. Et en fait, comme c'est le lien de parrainage, en fait, ces actions-là, je les ai pas achetées. Ils me les ont données, en fait. Ils me les ont donné, donc ils m'ont donné 6,7 actions. Donc pour un total, vous regardez, donc au cours de bourse actuel, 1283 €. Donc ça c'est gratuit, ça c'est gratuit, on me l'a donné direct. Donc déjà, vous voyez, rien que d'ouvrir le compte, déjà on me donne ça.
Donc c'est bon, après j'ai aussi investi une certaine somme, mais bon, au minimum, vous pouvez déjà avoir au moins 200 €, quoi. Donc ça peut être déjà intéressant. Puis après, suivant combien vous mettez sur votre compte, et ça peut augmenter. Mais ça déjà, c'est la ligne cadeau, ça déjà. Donc moi, je vais pas vous donner de lien de parrainage parce que sinon je serais obligé de déclarer tout ça. Et puis c'est comme je dis, moi ma chaîne elle n'a pas pour but lucratif aujourd'hui, hein. Je le fais, c'est pour aider la communauté, c'est pour essayer entre guillemets d'aider les autres, mais pour le moment elle n'a pas de but lucratif. Donc voilà. Puis après, il y a des ETF, quelques actions, et puis voilà. Donc on va revenir donc à ma stratégie. Donc c'est très simple. Moi aujourd'hui, la plupart de mes ETF sont basés sur des ETF asiatiques. Voilà. Alors quand je dis asiatiques, ce sont donc des ETF qui ne sont pas uniquement sur la Chine. Attention, hein. N'achetez pas d'ETF uniquement sur la Chine. Moi, ce sont des ETF asiatiques larges. C'est-à-dire, ça peut être Taïwan, il peut y avoir Singapour, le Japon, il peut y avoir la Chine, Macao. C'est vraiment des ETF très larges asiatiques, hein. Donc là, je vais vous montrer. Là, j'ai aussi donc des ETF mondiales. Et j'ai aussi des ETF des ETF américains sur le S&P, tout ça. Donc là, on va voir un ETF mondial. Vous voyez, ça c'est Vanguard. Vanguard. Alors là, sur celui-là, donc on va aller voir les fondamentaux, les avoirs. Et donc là, vous pouvez voir les actions. Il y a la JP Morgan, ExxonMobil, The Procter Gamble, Home Depot, Johnson & Johnson, Bank of America, Chevron, Coca, AbbVie. Il y en a sûrement quelques autres, mais la liste là, elle n'est pas mise complète. Voilà. Donc là, vous voyez tous les pays qu'il y a. Vous avez donc 41%, donc les States, Japon, l'Angleterre, la Suisse, Canada, Australie, France, Chine, Germanie, Taïwan. Donc ça, c'est vraiment un ETF World, quoi. Donc voilà. Celui-là, donc on va aller voir son rendement. Voilà. Donc vous voyez, là, celui-là, il paye plusieurs mois dans l'année. Vous voyez. Donc là, il commence à payer en mars, après juin. Vous voyez là, 0,76 $, ça c'est le dividende, donc 0,76 centimes par action. Là, pareil en mars, 0,41, septembre 0,49, décembre 0,40. Voilà. Et après, ainsi de suite. Là, il a payé un petit peu moins sur mars, c'était 0,36 en 2024, 0,80 en juin et 0,49 en septembre. Et décembre, je pense qu'il va arriver bientôt. Donc voilà. Donc là, vous voyez, c'est quand même. Vous êtes quand même sur des ETF qui sont en moyenne, on va dire, dans les. Ouais, entre 40, 50, 60 centimes par mois. Enfin, vous avez quand même un beau dividende là, 0,80. Enfin, c'est quand même déjà un beau rendement en dividende, quoi. Et ça, c'est très important en fait. Moi, je choisis en fait mes dividendes par rapport, enfin mes ETF par rapport à mes dividendes en fait. Et il faut vraiment que le dividende soit le plus élevé possible, parce que c'est l'avantage. Parce que par exemple, si vous prenez des actions, vous allez prendre des actions. Les actions, vous pouvez les payer cher, hein. Vous avez par exemple, alors c'est-à-dire, c'est des actions, en général, plus les actions sont chères, plus le dividende est élevé. Donc le problème, c'est que si vous payez, je vais vous dire une connerie, j'en sais rien, moi, une action à 130 $, enfin 130 €, et que ça vous verse un dividende de 4 €, vous allez dire, ah, mais ça vaut le coup, t'as un dividende de 4 €. Oui, mais le problème, c'est toujours pareil, c'est toujours le même. C'est que si tu en as beaucoup, ça peut être intéressant, mais encore une fois, le problème, c'est que si jamais le cours de bourse baisse à ce niveau-là, c'est-à-dire que en fait, tu vas toucher peut-être du dividende, mais tu vas perdre énormément sur la moins-value. Et le problème qu'il y a, c'est que si le cours il baisse, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, je vais racheter des actions.
mais tu vas racheter des actions, si derrière ça rebaisse, et bah tu l'as dans l'os. Tu l'as dans l'os. Et l'avantage de l'ETF distribuant, c'est que en fait, tu vas payer beaucoup moins cher l'ETF. Hein, en général, les ETF sont quand même relativement moins chers qu'une action, pour avoir un dividende qui soit quand même beaucoup plus régulier. Parce que si tu prends une action française, par exemple, tu vas être payé, tu auras le dividende qu'une seule fois dans l'année. Alors tu vas me dire, oui, mais je vais prendre des actions américaines. Oui, mais les actions américaines, c'est toujours pareil. Tu peux la payer cher pour avoir un dividende élevé, et si tu la prends pas cher, bah, tu n'auras pas forcément un dividende élevé. Et en plus de ça, tu es à la merci des cours du cours de bourse qui peut baisser ou monter. Et ça peut être un problème. Ça peut être un problème parce que bah, si le cours il baisse, bah, faudrait que tu en rachètes pour compenser ta perte. Et à la fin, bah, en fait, tout ce que tu auras gagné en dividende, bah, ça compensera peut-être même pas ta plus-value. Hein. Enfin, ta moins-value. Donc voilà quoi. Donc si ça compense pas ta moins-value, tu l'as dans l'os. Donc le mieux c'est de prendre des ETF qui sont relativement pas trop chers, tu vois, là j'ai des ETF à 22 euros, 24 euros, tu vois, j'en ai aussi à 40 euros, là 66 euros, et j'ai un dividende qui est quand même intéressant. Tu vois, là je vais te prendre une action par exemple sur l'énergie, là, non ça c'est sur l'énergie américaine, tu vois. Donc là, tac, hop, donc là 46 euros l'action. Hop, on va aller voir les entreprises. Donc là, tu vois, c'est 100% américain, là. Mais c'est uniquement un ETF basé sur l'énergie. Donc là, tu as ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, c'est des trucs de gaz aussi. Ego Resources, pareil, le gaz. William Company, ce truc de gaz aussi. Donc il doit y avoir du pétrole, du gaz, peut-être de l'électricité aussi. Enfin, il y a un peu de tout dans cet ETF. Mais ça reste, tu vois, 99,94 sur l'énergie. Et donc là, si tu regardes le dividende, tac, donc là tu t'aperçois que il paye le dividende donc 2 mois dans l'année. Donc là, 0,61 dollars par action, tu vois, au mois de février, et pareil au mois d'août. Donc là, cet ETF là, je l'avais pris parce que c'est un ETF sur l'énergie. Et je pense qu'aujourd'hui, bon, comme on n'a pas compris en France que c'est le coût de l'énergie qui fait que les entreprises puissent produire ou pas produire, donc si on ne baisse pas le coût de l'énergie, bah, elles ne vont pas investir en France. Et donc, je pense que dans les prochaines années, bah, l'énergie deviendra plus abordable, bah, pour pouvoir que les pays puissent avoir de la croissance. Donc moi, j'ai investi dans un ETF énergie. Qui en plus complète des mois que je n'avais pas en fait, que j'avais pas beaucoup en dividende. Donc là c'est février et août, c'est un peu des mois qui sont pas faciles à trouver des bons ETF, et en plus ils versent un bon dividende. Donc celui-là je le garde, je suis tranquille pépère, et il va combler donc les mois qui me manquent. Donc c'est plutôt cool. Donc ça c'est un très bel ETF avec un beau dividende. On va aller voir les autres. Donc, un petit ETF. Ça, c'est Vanguard. Ça, c'est quoi ça? On va regarder. Parce que des fois, je perds un petit peu la mémoire. Donc là, on a quoi? iShares Stock Global. Alors ça, c'est encore un ETF. C'est encore un ETF monde. Voilà. Regardez, voilà, donc j'ai fait les États-Unis, Hong Kong, Australie, Canada, Unité, Netherlands, Singapour. Ensuite, il est très très varié aussi. Vous voyez, vous avez vraiment un peu de tous les pays. La France est toujours un petit peu sous-représentée, ce qui me convient mieux à moi personnellement. Parce que bon, la bourse en France, c'est un peu le chaos en ce moment. Donc voilà, donc là il y a un petit peu, voilà, et on va aller voir donc là les entreprises. Bon, je les connais pas toutes, hein. Il y a HSBC, il y a un peu d'entreprises américaines, un peu de, ouais, il y a un peu de tout, je les connais pas toutes, hein, on va pas se mentir, voilà. Mais c'est un très bel ETF au niveau du dividende. Alors là, on va regarder. Donc là, vous voyez, vous avez un dividende au mois d'octobre de 0,33,
Vous avez un dividende, alors je sais pas ce qui s'est passé, là que ça a été un truc qui est superposé, on sait pas trop pourquoi, bref. Donc là vous avez un dividende au mois de juillet, vous en avez un peu au mois d'avril, et vous en avez encore un petit peu au mois de janvier. Vous voyez, donc là ça verse quand même plusieurs mois dans l'année, ce que ne fait pas forcément les actions classiques, sauf peut-être les américaines, et bon après, combien vous allez lâcher l'action américaine? Ouais. C'est pour ça vous verse, je dirais une connerie, hein, 20 ou 30 centimes tous les mois, vous allez acheter une action, je sais pas moi, il y a une connerie à je sais pas combien, enfin, vous savez même pas si ça va monter ou baisser, enfin, c'est aléatoire quoi. Alors que là, vous avez un ETF qui a un cours de bourse plutôt stable, avec des dividendes qui sont quand même réguliers quoi. Je veux dire là, ça vous paye quand même 4 mois de l'année. Plutôt intéressant. Voilà, ça c'est un ETF Word, c'est pas forcément ce que je voulais vous montrer. Donc là les deux premiers c'était des ETF Word. Enfin c'était ça. Oui c'était ça, les deux premiers c'était des ETF Word. Alors après on a Vanek, ça à mon avis, on va aller voir. Tac. Ça c'est un ETF Word encore une fois, décidément j'ai pas de chance. Un ETF Word encore, donc pareil les États-Unis, il y a un peu la France, pareil United Kingdom, Canada, Suisse, Italie, Germanie, Singapour, Netherlands, voilà, il y a un petit peu de tout, il y a Chevron, HSBC, Spicer, Rothschild, Bristol, Total Energy, Allianz, il y a vraiment un peu de tout dans celui-là, c'est encore un ETF Word. Pareil, là vous avez un dividende encore sur pas forcément. Vous voyez, l'autre c'était octobre, là il y a du septembre, il y a du juin, il y a du mars, décembre. Vous voyez, j'ai toujours un peu trouvé des mois un peu différents pour combler un peu les mois qui me manquent. Mais bon, là pareil, il y a un beau dividende au mois de juin de 0,87 centimes. Mois de septembre aussi, parce que bon, mois de septembre et mois d'octobre, c'est pas forcément les plus faciles les mois à trouver en ETF. Un peu mars aussi, et un petit peu décembre, donc c'est plutôt cool. Voilà, encore un ETF qui paye 4 mois de l'année. Ça, c'est magnifique. Pourquoi 40 centimes l'action, enfin 40 euros l'action, pardon. J'ai des conneries, moi. Donc, bref, on va revenir au portefeuille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ça, voilà. Donc, ça, à mon avis, on va aller voir. Là, ça, c'est un ETF. Alors ça c'est un ETF, c'est un ETF Word encore, enfin un Vesco, non c'est pas un ETF Word, c'est un ETF pays émergent. Voilà, EM c'est Emerging, je sais plus quoi, donc je crois que c'est un ETF pays émergent. Donc là vous voyez, vous avez la Chine, le Brésil, Taïwan, un peu l'Inde, Afrique du Sud, Thaïlande, Arabie Saoudite, Hong Kong, République tchèque et la Grèce. Voilà. Donc là vous avez. Bon, après il y a un peu de devises aussi apparemment dedans. Mais voilà. Et là vous avez vraiment un ETF pays émergent. Donc ça c'est plutôt intéressant. Bon, les entreprises je les connais pas toutes. Donc c'est des entreprises pétrolières. La Chine pareil dans l'énergie. Ça c'est un bel ETF aussi qui ne coûte pas cher du tout. Voilà, pareil, dividendes, vous avez du septembre, du juin, vous avez du mars. L'avantage c'est que là, cet ETF là, vous pouvez en prendre pas mal, parce qu'à 21 euros le dividende, vous en prenez pour 200 ou 300, ce que vous voulez, mais vous pouvez en prendre des belles quantités, quoi, donc c'est plutôt intéressant. Et puis c'est vraiment, vous n'êtes pas vraiment dans l'Europe ou des choses comme ça, vous êtes vraiment un peu sur plusieurs pays qui en fait qui dispersent votre risque en fait. Donc et ça c'est important de diversifier en bourse, c'est super important. Et moi j'aime bien acheter des ETF qui me diversifient sur les pays pour lisser mon risque en fait. Et ça c'est important, c'est très très important. Donc tous mes ETF, vous voyez, vous êtes vraiment lissé dans les pays. Là, on va aller voir. Là, c'est un ETF asiatique. Bon, c'est écrit Asia, donc
Faut pas se gourer. Donc là, on a quoi? On a... où est-ce que j'ai cliqué, moi? Allez, à voir. Donc là, voilà, BHP. Donc là, on a quoi? On a l'Australie en tête de liste. On a Hong Kong, Singapour, Japon, Bermuda, Nouvelle-Zélande, et tout ça. Alors ça, c'est un ETF. BHP, c'est une entreprise, je crois, australienne, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et puis après, les entreprises, je les connais pas toutes non plus, hein, mais il y a un peu de tout. Il y a du Hong Kong, du Singapour, du Japon, donc ça vraiment des endroits que j'aime bien. L'Australie, pareil. Vous êtes hors Amérique, donc parce que bon, moi j'aime bien prendre des ETF, on va dire, soit qui sont, on va dire, plutôt côté Asie, voilà, que côté Europe, Amérique. Bon, j'ai un ou deux, enfin j'ai quelques ETF américains, mais j'essaye quand même de limiter, quoi. Mon but c'est de rester vraiment sur la partie asiatique, hein, côté Asie. Parce que je veux limiter justement l'Europe et les États-Unis, j'en prends un petit peu parce qu'il y a quand même aussi des ETF qui peuvent être très très intéressants sur les États-Unis, mais c'est pas mes principales, c'est pas mes principaux ETF, quoi. Donc voilà, on va continuer. Et là vous allez voir que voilà, là vous voyez, donc on avait fait celui-là, ça c'est le Vanguard, si je dis pas de bêtises. Tac, tac. Donc là c'est pareil, ça c'est encore un ETF asiatique, parce que c'est ex-Japon, je crois ça s'appelle. Donc c'est un ETF développement Asia ex-Japon. On va aller voir les entreprises. Donc on a voilà, Samsung, BHP Group, entreprise australienne. Donc ouais, Australie, Corée, Hong Kong, Singapour, Nouvelle-Zélande. Voilà, il y a un peu de tout. Tac, dividende, il est donc 23 centimes en septembre, 27 centimes en juin, 17 centimes en mars et 18 centimes en décembre. Et c'est un ETF plutôt diversifié sur la partie asiatique et un peu australienne. Donc c'est un ETF ex-Japon, développement des pays asiatiques. Voilà. Alors c'est un ETF ex-Japon, développement Asie, celui-là. Donc il y a l'Australie, pareil, en tête de pipe, la Corée, Hong Kong, Singapour, Nouvelle-Zélande, Chine, United Kingdom, Irlande, Macao. Enfin, franchement magnifique. 24 euros par action. On va aller voir le dividende. Alors là, c'est encore magnifique. Vous voyez, là, vous avez du septembre. Là, vous avez du juin, du mars, du décembre. Voilà. Donc, voilà, un ETF ex-Japon sur l'Asie. Mais bon, il n'y a pas que l'Asie dedans, mais il est défini comme ça, l'ETF. Donc là, c'était celui-là, c'était un Vanguard. Et là, bon, alors là, ça c'est encore autre chose. Ouais, je pense que celui-là, on le fera à la fin. Là, bon, il y a un petit peu d'action hélice, j'en ai pas beaucoup. Là, on a quoi? Là, on a le SPDR Asian Dividend Aristocrate. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors là, c'est pareil. Vous avez donc un ETF basé principalement sur l'Asie. Donc là, vous avez donc Japon, Chine, Hong Kong, Australie, Taïwan, Philippines, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Indonésie, India. Donc là, on reste toujours sur la même chose. Hein, 43 euros par l'action. Il a un petit, je crois que par contre les frais sont un petit peu plus élevés là-dessus, mais moi je m'en fous. Il paye donc 91 centimes au mois d'août et 49 centimes au mois de février. Magnifique, magnifique.
Parce que moi, je vais vous dire, les frais, d'un ETF, je m'en contrefiche, enfin, je m'en contrefiche dans une certaine limite, mais je veux dire, moi, ce qui compte, c'est ce que ça me rapporte, hein. Si vous croyez demain que vous allez gagner de l'argent dans des ETF à PEA, vous ne payez pas d'impôts, et ben vous vous trompez. Vous gagneriez jamais rien là-dessus. Ce sont des ETF qui ont un rendement de merde ou qui n'en ont pas du tout parce que vous allez les prendre en accumulatif. Ils ont aucun rendement. Il faut attendre de pouvoir revendre l'ETF pour pouvoir toucher ses gains. Ou alors ils ont un rendement de misère. Ça sert à rien. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut payer des impôts. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a que ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui payent des impôts. Je vous le dis. Sinon, voilà. Sinon, vous n'allez rien gagner du tout. Donc là, l'avantage, c'est que si je regarderai, je vous montrerai à la fin, mais vous allez voir le rendement de mon portefeuille, vous allez dire ah ouais, c'est plutôt pas mal quoi. Parce que j'ai un dividende mensuel qui est plutôt agréable. Donc là on va continuer. Un peu de Autoliner, ça c'est une action. Morel Prom vous connaissez, c'est du pétrole. Ça c'est l'ETF énergie que je vous ai montré là où il y avait les actions à 0, enfin ça payait février et août à 0,61 centimes par action. Ensuite un peu de Veralia, et là vous avez un ETF Ishar MSI ex Japon. On va aller voir ça. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Donc là, pareil, hein, Taïwan, la Corée, la Chine, Hong Kong, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines. Ah, celui-là, il est bien asiatique comme il faut. Hein, là, il y a un peu d'île Caïman aussi apparemment dans l'ETF. Donc là, on va aller voir le dividende là-dessus. Ah voilà, 0,55 en novembre, plutôt pas mal. 0,27 un petit peu en mai, donc plutôt pas mal aussi. 28 euros l'action, donc c'est pareil, hein, c'est toujours pas très cher. Et puis bah, vous avez un beau dividende. Vous achetez des quantités et puis après bah, tous ces ETF cumulés vont s'accumuler en dividendes et superposer sur les autres mois, et c'est plutôt cool quoi. On va continuer. Qu'est-ce qui reste? Il reste pas grand chose. Un petit peu d'actions chez Oléo et un petit peu chez. Alors ça c'est, je crois que c'est un ETF européen. Et celui-là il est pas mal aussi. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que là, si on va dans Avoir, vous avez ACML, très 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 belle boutique. Ils fournissent 90% des machines qui ont besoin dans la planète. Nvidia, Intel, Google et j'en passe des meilleurs. Hein. Une seule machine, c'est 355 millions d'euros. Et ils sont, je dis pas de conneries, basés en Hollande. Donc c'est une très très belle boîte. Vous avez du LVMH, vous connaissez, très belle boîte. Total Energy, très belle boîte. Schneider Electric, très belle boîte. Du Sanofi, très belle boîte. Enfin Air Liquide, très belle boîte. Ça c'est un ETF comme dirait, voilà, c'est un ETF Charles Gave, comme je dis moi. Voilà, c'est les actions que Charles Gave adore. Donc tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est le top cet ETF là. Donc celui-là, il n'y a pas de risque à avoir sur un ETF comme ça. Quand vous avez des boîtes comme ça qui sont dans cet ETF là, vous n'avez pas à vous inquiéter quoi. Donc là vous êtes tranquille, mais bon après ça baisse ou ça monte un ETF, hein, mais je suis pas inquiet sur cet ETF là, hein. Le dividende sera toujours payé. Donc là, voilà, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Donc là, on va aller voir le dividende. Donc là, voilà, vous avez un petit peu en novembre, vous avez un beau 0,63 centimes en août, vous avez un beau 0,58 centimes en mai, et vous avez un petit peu en février. Donc parfait. Voilà, ça c'est un bel ETF qui complète encore d'autres mois que j'ai pas forcément, ou qui viennent se superposer.
Donc là, on revient au portefeuille. On va aller voir le rendement de tout ça. Donc là, tac. Donc, tac. Donc là, vous pouvez voir que, donc là, il vous dit en décembre, les ETF vers 334 € de dividendes. Là, vous pouvez voir que en janvier, 34. Là, en février, 198,99. Là, vous pouvez voir en mars, 171. En avril, 115. Là, 158 en mai. Il y a aussi 143 d'actions. Là, vous avez 552 en juin. Là, vous avez 115 au mois de juillet. 378 au mois d'août. Là, vous avez 391 au mois de septembre. Il y a un peu d'actions, 105 €. Et là, 67 au mois d'octobre et 132 au mois de novembre. Voilà. Donc, voilà le rendement. Donc là, ça vous dit que... Donc là, pour le moment, ça verse... c'est des estimations actuelles de ce que j'ai actuellement. Donc là, en gros, 2651 € de dividendes annuels. Et après, 280 de dividendes pour les actions. Voilà. Donc vous additionnez les deux et vous savez ce que vous avez actuellement en euros qui vous tombent annuellement. Voilà. Donc là, c'est évolutif parce que je suis un peu... j'ai pas encore fini mon portefeuille. J'ai encore d'autres trucs, d'autres ETF à rajouter. Parce que mon but, c'est quand même de compléter encore les mois qui sont les plus faibles. Donc voilà. Donc là, tac. Donc voilà. On va revenir au début. Voilà. Là, alors là, je vais vous parler un petit peu du dernier ETF aussi que je vous ai pas montré. Alors ça, c'est un ETF. Alors, je suis pas spécialiste de ces ETF là, mais ça, ce sont des bonds de gouvernement. Donc en gros, j'ai acheté de la dette, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est un ETF accumulant par contre, il n'est pas distribuant. Mais en fait là je parie sur le fait que l'euro baisse et que en gros et que du coup bah, ça fait remonter en gros le yen japonais. Donc en gros j'ai acheté de la dette japonaise quand un certain prix, donc c'était 7,50 €. Voilà, c'est ça. Et bah là, c'est en train de remonter parce que l'euro il baisse. Donc en gros, le bond, c'est les obligations en fait japonaises qui remontent face à l'euro. Et donc du coup bah, ça nous permet que en fait le yen remonte face à l'euro. Voilà. Donc en fait, je parie sur le yen contre l'euro. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est des petites actions d'obligation que j'avais achetées. C'est asiatique et puis ça permet de mettre un petit peu autre chose dans le panier, quoi, comme on dit, de diversifier, ce qui est toujours très important. Voilà. Et là donc voilà. Donc là vous pouvez voir donc voilà le portefeuille. Hein, vous voyez j'ai alors là la liquidité nette 89, mais j'ai 11 000 de pouvoir d'achat, donc ça veut dire qu'en gros il faut enlever les 11 000 parce que je les ai pas encore investis en fait. Ils sont disponibles mais j'ai rien acheté avec. Donc le portefeuille fait 99, mais moins 11 000. Je crois que on avait le détail tout à l'heure dans portfolio et c'était 76, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc là, en gros, en titre, il y a 76 645. Voilà, et 11 000 € disponibles pour acheter des actions. Voilà. Donc voilà. Au total, donc oui, il y a bien sur le compte 89 765 €, mais il y a une partie donc qui est en action, une en ETF et une en espèces qui n'est pas utilisée. Voilà. Donc si simple que ça. Donc, vous voyez, vous avez vraiment tout est bien détaillé hein, sur Interactive Broker.
voyez, et si je vais par exemple dans mes performances, vous voyez, si je compare, donc là je vais prendre une comparaison au Nasdaq, on va prendre le Nasdaq. Voilà, là au Nasdaq, je l'enfume. Vous voyez, si je dis pas de conneries, le Nasdaq, tac. Donc j'ai un rendement de mon portefeuille à 10,81%. Donc voilà, mon portefeuille fait à peu près 10% en rendement. Voilà, j'ai 10% de rendement contre le Nasdaq à, on va dire, presque 6%. Vous voyez, je le fume le Nasdaq. Vous pouvez prendre les autres, hein, j'avais vérifié aussi, je les fume. Hein. Alors peut-être pas tous à 100%, mais là actuellement, voilà. Je dis pas de conneries. Ah, je fume le S&P aussi. Donc voilà, donc c'est plutôt voilà quoi. Franchement là, mon portefeuille il est en train d'être pas mal quoi. Donc prendre le MSI, voilà. Alors, le MSI je sais pas si, ah bah si je le fume aussi, vous voyez. Il est même en négatif. Alors moi je suis à 10, je suis à 10% tout ça en moyenne. Le portefeuille est à 10% de rendement annuel, donc c'est plutôt cool. Voilà. Voilà. Donc en fait, vous voyez, en fait, l'avantage de ces ETF-là, c'est qu'ils sont pas tous trop américains, ils sont pas tous trop Europe, ils sont un peu mélangés. Ils sont pas que la Chine non plus, donc il y a vraiment un mélange. Mais ce mélange, en fait, fait que ça vous diversifie à la fois et ça vous protège, en fait, tout en ayant un bon rendement régulier qui vous permet tous les mois d'avoir des petits sous comme ça qui tombent et de profiter. Voilà, puis ces petits dividendes-là, bah, vous pouvez racheter, vous voyez, je vais vous dire une bêtise, par exemple là j'ai un peu de rouge sur mes ETF, tac, là j'en ai un, bon, je l'ai acheté à 50 euros par action, il est descendu à 48, et bah si celui-là je le trouve un petit peu trop bas, et bah quand je vais toucher mes dividendes, et bah je pourrais racheter de cet ETF-là, vous voyez, je pourrais par exemple en racheter 25, j'en ai 175, et ça me refera en fait baisser en fait ma moins-value, vous voyez. Et après, c'est pas obligé, hein, mais c'est. Voilà, après, voilà. Mais de toute façon, je ne les vendrai jamais ces ETF-là. Je garde, je ne vends rien du tout. Voilà. Je profite. Voilà. Voilà. Je préfère même à la limite chercher d'autres ETF pour encore diversifier le truc, voilà, ou à la limite ouais, racheter certains ETF, quelques actions en plus, mais je les vends pas, je les garde. Et voilà. Et là, dans cette période-là, avec, pour moi, c'est les meilleurs ETF actuels. Donc en rendement par dividende et en diversification et en protection, entre guillemets, on va dire, économique actuelle, enfin, surtout des moins-values boursières que vous pourriez faire sur des actions, vous êtes quand même mieux placé sur ces ETF-là que sur des actions, clairement, moi je vous le dis. Hein, et bien sûr, pour ça, il faut ouvrir un compte titre hein, sur Interactive Broker ou d'autres plateformes, mais le problème qu'il y a, c'est que oui, vous ne pouvez pas le faire sur un PEA, vous ne trouverez pas ces actions-là, elles ne sont pas éligibles au PEA, mais dites-vous que si vous voulez gagner de l'argent, mensuellement, c'est pas avec un PEA que vous y arrivez. Moi, je vois beaucoup hein, aujourd'hui. Hein, c'est pas une critique. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je donne pas de conseils d'investissement, encore une fois, mais quand je vois des gens qui sont là, ouais, moi, j'ai acheté ça, et quand je vois le rendement que vous avez sur des PEA, en sachant les taxes et autres que le gouvernement prépare, franchement, vous avez un rendement mais dégueulasse. Vous avez un rendement dégueulasse. Donc si vous gagnez pas d'argent, si vous payez pas d'impôts, le rendement sera forcément dégueulasse. Donc si tu veux pas avoir un rendement dégueulasse, il faut payer des impôts. C'est comme ça. C'est voilà, c'est comme une entreprise. Une entreprise qui fonctionne, c'est l'entreprise qui paye des impôts. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est voilà. Donc arrêtez un peu avec vos PEA et vos trucs qui marchent pas là. Je vois ou des fois je vois les ETF indiens là. Les ETF indiens sur PEA là, où il n'y a rien d'indien dans l'ETF, tu sais pas ce que le mec il a fait, enfin c'est ridicule, c'est ridicule. Faudrait que je vous montre ça aussi, mais voilà, enfin y a rien d'indien, tu t'aperçois qu'en fait l'ETF il est à fond américain. Enfin moi quand j'achète un ETF, personnellement,
J'aime bien savoir ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a dedans correspond à ce que j'ai acheté en fait. Voilà. Donc si tu me vends un PEF, un ETF, pardon, un ETF Asie et que dedans il y a de l'américain, pour moi ça marche pas, tu vois. Voilà. Soit on est du côté Asie, soit on est du côté américain, mais tu peux pas me vendre un truc en me disant c'est de l'Asie puis c'est de l'américain en fait. Non, ça j'en veux pas, ça. Voilà. Donc, et ça c'est un portefeuille que vous pouvez faire évoluer dans le temps. Voilà, faire évoluer dans le temps et augmenter vos dividendes sans problème. Et là, vous voyez que vous avez une belle rente. Vous avez une belle rente mensuelle et là, vous êtes tranquille. Vous êtes à l'abri de la crise. Hein, l'énergie, c'est pareil, parce que là, l'ETF énergie. En fait, le problème des valeurs énergie, c'est que, par exemple, c'est Charles Guèvre, un économiste, qui expliquait ça dans une de ses vidéos, c'est que, par exemple, les valeurs pétrolières, si par exemple le cours du pétrole il monte, et ben, vous pouvez avoir en fait votre action qui baisse. Et inversement, si le cours du baril de pétrole il baisse, bah, votre valeur va monter. Donc c'est un peu problématique parce que vous pouvez jamais savoir comment le baril va évoluer et anticiper ces choses-là quand on n'est pas un professionnel, enfin, c'est super compliqué. Hein. Faut pas se leurrer, donc vous pouvez perdre, voilà, vous pouvez vite perdre de l'argent, alors que sur un ETF énergie, vous touchez vos dividendes régulièrement. Enfin, vous savez quel mois vous les touchez, vous ne subissez pas les variations boursières de la hausse ou de la baisse, et vous n'êtes pas embêté, quoi. Donc c'est quand même beaucoup plus simple de prendre un ETF dans les énergies que de se casser la tête dans des valeurs boursières où vous ne savez pas où vous allez, quoi. Donc voilà, quoi, c'est quand même le mieux à ce niveau-là. Alors, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on avait à dire au niveau des ETF. Maintenant, voilà quoi. Moi personnellement, je reste sur les ETF. J'achète très 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 peu d'actions, ou à moins que je vois vraiment une affaire et que bon, je fais un petit coup comme ça vite fait, mais j'évite à tout prix le marché action parce que là, avec l'incertitude qu'il y a actuellement en Europe, clairement, on ne sait pas du tout si on aura encore un gouvernement demain, vu la situation actuelle. Donc moi je vous dis faites très très attention à l'heure actuelle. Ça peut s'effondrer à n'importe quel moment. Il y a peut-être aux États-Unis avec le passage de Trump où j'ai un petit espoir, mais parce qu'il risque de baisser les impôts et peut-être de faire un peu de nettoyage dans les fonctionnaires. Mais c'est vrai que l'Europe, c'est danger. Hein. Je vous le dis, c'est danger. En Allemagne, ça va très très mal. En France, bon, bah, c'est pareil. Il y a d'autres pays, je ne sais pas si c'est très flamboyant non plus. L'Italie, l'Espagne, tout ça. Bon, il y en a qui disent que ça va un petit peu mieux, mais bon, moi je suis très très sceptique à l'heure actuelle sur le marché européen. Hein. Moi, là-dessus, je passe mon tour, hein, je vous le dis direct, j'ai abandonné tout de suite. Hein. À la limite, voilà quoi. Ou alors, voilà, comme j'ai pris par exemple l'ETF Core Stock 50, mais bon, si vous avez vu, hein, c'est des grosses boîtes. C'est des très très grosses entreprises, donc bon, ça reste des valeurs sûres. Donc là, voilà, mais j'irai pas plus loin que ça, quoi. Je veux dire, et voilà, Total Energy, Schneider Electric, Alliance, Sanofi, voilà, Air Liquide, bon, voilà, c'est des grosses boîtes. Hein. Mais j'irai pas plus loin que ça, quoi. Personnellement, moi je suis européen, non, je m'y risquerai pas, en tout cas sur le marché action. Et si je peux le limiter en ETF, j'évite. Hein. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui, je dis, hein, on est à la croisée des chemins, et je pense que aujourd'hui, avec la hausse des impôts dans tous les domaines, hein, que ce soit aujourd'hui, je
crois qu'il y a une taxe, ils ont augmenté la flat tax, ils veulent taxer les bouteilles d'eau, ils veulent mettre une taxe sur les voitures d'occasion, enfin ils cherchent des sous par tous les moyens parce que les caisses sont vides. Prochaine échéance de remboursement, je crois que c'est au mois de décembre, et à l'heure actuelle, voilà, quand on n'a pas on n'a pas un radis dans les caisses de l'État, hein. Et comme ces gens-là vivent hein, comme des tiques sur un chien, voilà, avec des retraites à vie, que ce soit des députés, des ministres, des anciens ministres, enfin, je veux dire, tous les fonctionnaires qui nous abreuvent de règles, de lois, de normes, de tout ce que vous voulez. Et en fait, tout ça, c'est avec de l'argent public. C'est avec de l'argent public. Alors voilà, ce sera plus de dettes, plus d'impôts, plus d'emprunts, plus de... Voilà. Et c'est ceux qui travaillent qui vont payer. Voilà, encore une fois. Et le problème qu'il y a, c'est que aujourd'hui, vous avez quasiment, enfin, je sais plus, mais le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, enfin, c'est plus du tout corrélé. Donc on se retrouve dans une situation qui peut pas être viable à long terme de toute façon. Donc la seule solution aujourd'hui pour pouvoir sortir de cette situation, c'est de baisser les impôts, hein, de baisser les impôts des entreprises, et de faire des économies dans l'État, dans le fonctionnement de l'État, dans les gouvernements, dans tous les organismes qui existent au niveau de l'État pour pouvoir faire des économies. Et tant qu'on ne fera pas ça, on s'en sortira jamais. Parce que le problème qu'il y a, c'est que les investisseurs, eux, ils ont besoin d'une vision à long terme pour leurs projets. Donc si demain le coût de l'énergie est trop élevé, ils ne peuvent pas faire tourner leurs usines. Donc ils vont arrêter leurs projets, ils vont aller voir s'ils ne peuvent pas plutôt faire des projets à l'étranger, et ils vont mettre un frein sur tout ce qu'ils font en France. Donc il faut un coût de l'énergie faible pour pouvoir produire, et il faut des impôts faibles. Parce que si tu payes trop d'impôts, bah, tu te dis, attends, si je compare tel et tel pays, bah, je vais plutôt aller, je sais pas moi, en Asie ou ailleurs, monter mon projet, ça me coûtera moins cher, il y aura moins d'impôts. Donc, tant qu'on ne fera pas ça, et bah, on sera dans cette situation. Et ces gens-là, ils n'ont toujours pas compris ça. Donc, automatiquement, tant qu'ils continueront sur la voie qui consiste à augmenter les impôts pour financer leur train de vie, on sera toujours dans cette situation qui fait qu'aujourd'hui, vous avez même l'euro qui baisse face au dollar. C'est-à-dire que peut-être même que les entreprises américaines vont racheter des entreprises françaises si on continue comme ça. Parce que l'euro devient plus faible face au dollar, donc voilà, quoi, ça leur donne plus de pouvoir d'achat. Donc on est en train non seulement de vendre nos entreprises françaises, mais en plus on est aussi en train de les faire partir. Donc on a un double enjeu à ce niveau-là qui commence à être intenable pour les Français, quoi. Et bon, je veux dire, quand tu vois tous les licenciements qu'il y a à l'heure actuelle en Europe, enfin, franchement c'est plutôt inquiétant, quoi. Et je pense pas qu'aujourd'hui les gens qui sont actuels au pouvoir mais même les autres partis, hein, je pense pas qu'ils soient capables de redresser la situation. Je pense pas. Parce qu'ils ont une autre vision des choses qui est à l'opposé de ce qu'il faudrait faire, hein. Tous les économistes aujourd'hui vous disent ce qu'il faut faire. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, hein, mais voilà. Ils vous disent ce qu'il faut faire, et nous, on fait complètement l'inverse. Et je vois personne d'autre aujourd'hui capable de redresser la situation. Je pense que malheureusement, l'intervention du FMI, c'est inéluctable, quoi. Je veux dire, on ne pourra pas l'éviter. À moyen long terme, on n'aura pas le choix.
Et le problème qui va se passer, c'est que si le FMI prend le pouvoir, il n'y aura pas de vote. Hein. Vous n'allez pas les voter dans les urnes, en fait. Hein. Ils vont arriver, ils vont dire voilà, la France elle est sous tutelle, maintenant c'est nous qui allons diriger le pays, maintenant ça va se passer comme ça et comme ça. Puis vous pouvez manifester, faire tout ce que vous voulez, hein, ça ne changera rien du tout. Eux, ils vont vous dire voilà, on va faire ça, ça et ça. Voilà quoi. Et malheureusement, bah oui, c'est les Français qui vont trinquer. Parce qu'ils vont faire quoi? Bah, ils vont taper dans les dépenses les plus coûteuses. Hein. Et les dépenses les plus coûteuses, c'est facile. Hein. C'est quoi? C'est les retraites, le social. Donc tout ce qui est RSA et tout ça, le chômage, voilà, et les fonctionnaires. Donc tout ça, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc ça, voilà quoi, ils vont trancher quoi. Ils vont trancher et ils vont faire le ménage. Donc voilà, c'est ce que déjà on aurait déjà dû faire depuis longtemps. Mais bon, comme on veut pas toucher, à tout ça. Parce qu'on a peur, parce que je sais pas, enfin bref, parce qu'on est complètement voilà. Mais il y a un moment donné, on peut pas avoir en fait je veux dire, l'argent magique, ça n'existe pas, l'argent magique. Parce que moi, il y a un truc que je comprends pas. Je veux dire, aujourd'hui, on crée des commissions, des ministères, on met des collaborateurs. Enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter de croire que l'argent magique, ça existe. Hein. L'argent, il tombe pas du ciel. Je veux dire, il vient toujours de quelque part. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous créez des fonctionnaires, vous créez de l'impôt. Voilà, vous créez de l'impôt. Parce que clairement, il faudra les payer. Ces gens, ils vont pas travailler gratuitement. Hein, on va pas se mentir. À un moment donné, voilà. Donc, voilà. Donc, si vous comprenez pas qu'il y a un moment donné, que ce soit le fonctionnaire ou le mec au RSA ou qui veut pas travailler, hein, ou les aides pour les migrants, ou les aides pour les associations, ou tout ce que vous voulez, tout ça c'est de l'argent qu'il faudra bien prendre dans la poche de quelqu'un un jour. Donc c'est forcément de l'impôt. Voilà. Après qu'on veuille le comprendre, l'accepter ou pas, ça c'est encore autre chose. Mais il y a un moment donné, voilà quoi, l'argent il vient toujours de quelque part. Hein. C'est voilà, c'est comme ça. C'est voilà. Hein, à un moment donné, faut devenir raisonnable hein, et essayer de faire l'effort quand même d'arrêter de croire que l'argent il tombe du ciel. Quoi. C'est bon, c'est fatigant hein, quand t'entends des fois mettre le SMIC à 1600 €, alors on va mettre les retraites à 60 ans, d'accord. Les retraites, déjà, on sait que c'est une pyramide de Ponzi, déjà, ce truc-là. C'est la pire pyramide de Ponzi. Je veux dire, déjà renseignez-vous, tiens, de savoir d'où vient le système de retraite actuel. Parce que le système de retraite, vous pensez qu'il a toujours été comme ça? Moi, je vais vous dire, non, il n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'après la guerre, enfin avant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, et on avait un autre système de retraite. Renseignez-vous dessus, vous allez voir, c'est intéressant. Mais je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Mais et vous allez vite comprendre que le nouveau système, c'est une pyramide de Ponzi. Voilà. Que Albert qui travaille doit payer pour Yvette et Bernard qui travaillent plus, c'est une pyramide de Ponzi quoi. À un moment donné, c'est pas viable. Donc bon, après, si on veut pas on veut pas le changer, ça c'est notre droit, mais ça fonctionne pas. Donc à un moment donné, il faudra faire quelque chose. Hein, si c'est pour toucher 600 balles et à quoi ça sert quoi? À quoi ça sert d'avoir un système de retraite où tu auras 600 balles et où tu cotises pour les autres? Donc il y a un moment donné, il faut dire stop quoi. Le système de retraite actuel, il marche pas. Je pense que peut-être un système un peu comme aux États-Unis, ça marcherait beaucoup mieux. On cotise pour soi-même et puis c'est tout quoi. Voilà, terminé. Voilà, tu cotises toute ta vie, tu mets ça dans une caisse de retraite privée, et puis terminé quoi. Voilà, parce qu'il y aura le cul de cotiser pour les autres qui veulent pas travailler quoi. Il y a un moment donné, faut arrêter quoi. Donc voilà, je veux dire, le social c'est bien, hein, mais c'est toujours de l'argent qui vient de quelque part, toujours.
Autre chose, hein, il y a beaucoup aussi les agriculteurs là. Bon, et ça me fait rire en ce moment parce que j'écoute sur les chaînes de télé là où ils nous abreuvent de leur cinéma là avec le Macron. Non, je ne signerai pas le Mercosur, c'est une honte. Alors le Mercosur, c'est le truc qui est responsable de tous les problèmes en France. Voilà, tous les problèmes qu'ont les agriculteurs, c'est à cause du Mercosur. C'est-à-dire qu'on ne signerait pas le Mercosur, tous les problèmes vont s'arrêter en fait. Ils vous prennent pour des cons. Ils vous prennent pour des cons. Je vous assure. Je vous assure. C'est un cinéma qu'ils nous fait l'autre à la télé. Un cinéma. Je veux dire, toutes les normes et les règles qu'on impose aux agriculteurs, ce sont des normes françaises et européennes. Ça n'a rien à voir avec le Mercosur. Mais bon, il faut un coupable, donc on dit que c'est le Mercosur, évidemment, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu as des agriculteurs qui touchent 500 balles par mois. Et ça fait depuis des décennies. Donc c'est pas les contrats qu'on signe avec les pays étrangers qui sont responsables du fait que les agriculteurs touchent 500 balles en travaillant. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter. Je veux dire, le but de ces accords internationaux, c'est quand même de signer des contrats d'échange international. Donc c'est de vendre des produits à nous, peut-être d'en importer aussi, mais c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que, j'ai une connerie, mais j'en sais rien, mais on va envoyer des voitures, ils vont nous renvoyer, j'en sais rien moi, d'autres choses qu'ils font chez eux. Donc alors on dit oui, mais vous nous envoyez des produits alimentaires qui n'auront pas les mêmes normes. Alors déjà, on va s'arrêter là-dessus parce que les mêmes normes, déjà c'est la France qui a les plus de normes au niveau sanitaire. Je veux dire, il y a un moment donné, si tu fais du commerce avec un pays et que toi, tes normes sont plus strictes, forcément les produits que tu vas importer, elles vont être contrôlées. Donc elles auront ces normes-là, ces produits-là seront refusés aux douanes. Donc déjà premièrement, et secondo, si on n'avait pas autant de normes, bah, peut-être qu'on pourrait aussi exporter plus. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas voilà. Et le problème des normes, encore une fois, elles sont européennes et françaises. C'est-à-dire que ce qu'on nous impose à nous, les autres pays ne l'ont pas. Donc c'est nous-mêmes qui se tirons une balle dans le pied sur ces choses-là. Le gouvernement est responsable de ça. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut que vraiment, je vous assure, regardez la réalité en face aujourd'hui. On vous ment sur tout. Et le plus triste dans tout ça, c'est que, je vous assure, quand vous allumez votre télé, essayez vraiment de faire la part des choses. Et j'ai l'impression que les gens s'abreuvent de ça en écoutant tout ce qu'on peut leur raconter, parce qu'on déblatère tellement de choses qu'à la fin, ça vous tue le cerveau et l'information. Moi, quand j'allume une chaîne, j'écoute, c'est normal, mais je pars du principe que tout ce qu'ils disent, c'est faux. Comme ça, au moins, je me pose la question d'aller vérifier sur Internet si ce qui est dit va dans le sens des économistes, va dans le sens économique du terme. Parce que si c'est l'État qui le dit, en général, c'est faux. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est qu'il y a un truc. Voilà, il y a forcément un loup. L'État, ça devrait. Aujourd'hui, il gère tout. L'école, vous avez un ministère pour l'écologie, vous avez un ministère dans tous les domaines, pour la culture, pour un ministère de l'agriculture, voilà, vous avez un ministère de l'agriculture, vous avez un ministère pour tout. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que l'État a besoin de tout gérer ? Il y a un moment donné, trop d'État tue l'État. C'est dans tout. Trop de règles tue les règles.
Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, si on n'avait pas autant ce poids de l'État en France, les choses marcheraient, mais je vous assure, beaucoup mieux. Je veux dire, aujourd'hui, le vin, on l'exporte. Il n'y a pas de ministère du vin. Je veux dire, on n'est pas... il y a un moment donné, les choses peuvent se faire naturellement. Les choses peuvent se faire naturellement. On n'a pas besoin de tout contrôler. Donc, quand l'État vous dit on va créer un monstre pour réguler tel ou tel truc, c'est des règles et des normes. Voilà, c'est tout. Et ça sert à rien parce que ça marchera pas, ça va encore compliquer les choses, ça va être encore plus d'impôts, et c'est ça aujourd'hui qui tue les agriculteurs. Voilà, c'est tout. Donc, faut arrêter avec le Mercosur, le CETA et tout ça. C'est voilà quoi. S'il y a un coupable, s'il y a quelqu'un qui vous devez vous en prendre, c'est l'État. Voilà, c'est tout. Dans tous les domaines, hein, que ce soit pour les entreprises aujourd'hui, au niveau des licenciements, quand je vois tous les licenciements à la télé, on nous dit « Ah, les patrons, c'est des salauds, ils ont touché des millions. » Mais arrêtez un peu. Est-ce que vous savez tous les impôts qu'ils payent en France? Si vous regardez ce qu'ils ont payé en impôts en France, vous regardez sur Internet, je sais pas, vous prenez Michelin, vous prenez n'importe quelle boîte et vous regardez ce qu'ils ont payé. Et vous avez peur qu'ils ont payé plus que ce qu'ils ont reçu. Hein, le coût de fonctionnement d'une entreprise, l'électricité, faut le payer, hein, c'est pas gratuit. Hein. Le coût des salaires, c'est pas gratuit non plus. Tout ça, faut le payer. Ça a un coût. Merde, comment dirais-je, un local, quoi, une usine, bah, des fois, elle leur appartient pas forcément. Des fois, il y a un loyer à payer. Des fois, bah, tout ça, ça a un coût. Faut voir combien ils ont payé. Donc, faut comprendre que oui, ils licencient parce que ça marche pas, c'est pas viable, et puis ils vont ailleurs parce que l'électricité est moins chère, les impôts sont moins chers, donc oui, ils licencient puis ils délocalisent, c'est vrai. Mais ça, c'est le coupable. Le coupable dans l'histoire, c'est l'État. C'est l'État qui n'a cessé de faire monter le prix de l'électricité, qui n'a cessé d'augmenter les impôts, et qui veut toujours encore les augmenter, sans jamais se remettre en question une seule fois. Hein, que ce soit comment elle s'appelle l'autre là, LFI là, Sandrine Rousseau là, qui est complètement folle là, avec leur SMIC à 1600 €. L'autre là, c'est pareil là, la Anne Hidalgo là, avec elle est en train de supprimer le gasoil dans les stations-service à Paris. Les gens ils trouvent plus de gasoil, mais ces gens-là sont fous. Je vous le dis, ils sont fous. Et c'est eux qui vont détruire la France. Si on les laisse faire en fait. Ces gens-là ne devraient pas gouverner quoi que ce soit. Ils devraient rien diriger. Ils ont... Savoir que ces gens-là, la plupart, ils n'ont même pas dirigé une entreprise dans leur vie. Ils ont des milliers de fonctionnaires à leur service et ils sont incapables de gérer quoi que ce soit. Regardez Paris, la ville la plus endettée de France. Donc le problème, c'est nos gouvernants, c'est l'État. C'est eux le problème. C'est pas les méchants patrons, c'est pas les méchants pays qui veulent signer des contrats avec vous. C'est voilà. Le problème aujourd'hui en France et en Europe, c'est l'État. Si le système français c'était le meilleur au monde, bah, tous les autres pays du monde auraient le même système que nous. Je veux dire, et si nous demain, je veux dire, on cherche des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire, machin, bah, il suffit juste de copier les pays qui ont une économie qui marche très bien. Et il y a plein de pays en exemple. Vous avez la Suisse, vous avez l'Argentine qui se relève, qui était bien mal barré, qui s'en sort, qui marche très très bien, ils visent 5% de croissance, vous avez plein de pays d'Asie qui marchent bien, voilà quoi. Des exemples à suivre, il y en a plein, voilà. Vous avez la Suisse, vous avez l'Argentine qui se relève, qui était bien mal barré, qui s'en sort, qui marche très très bien, ils visent 5% de croissance, vous avez plein de pays d'Asie qui marchent bien, voilà quoi. Des exemples à suivre, il y en a plein, voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo.
comment devenir riche. Donc on a parlé de plein de sujets. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. J'y répondrai volontiers. J'en ai pas eu, donc j'ai pas répondu, mais n'hésitez pas. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. S'il y a plus de monde, je serai plus enclin à vouloir faire des lives. Donc n'hésitez pas. Donc voilà. À plus.